Je savais bien qu'il y aurait quelque chose parce qu'on m'avait demandé de faire l'audition en costume de bain. On ne m'avait pas demandé de le faire tout nu, quand même. Et là, quand Denis Héroux m'a dit, la première scène où il me dit « Daniel, j'ai vidé le plateau, il y aura seulement que moi, la script et le gars du son, et bien sûr le caméraman, puis tout le monde est parti. Alors, on va faire la première scène. » J'ai dit « Quelle scène? » Ben, il m'a dit « Celle où tu te déshabilles. » J'ai dit « Tu fous, toi? » Moi, je crois que les films ont toujours inspiration de la réalité, et pas le contraire. Ce qui m'intéresse, c'est qu'on parle des choses, qu'elles soient bonnes ou mauvaises, ça m'est égal. C'est pas de pogner sur le marché, l'art, c'est d'exprimer ce que tu as d'intrigue. What other art form do you create on a schedule? Je dois dire que je trouve que choquer est une qualité. I think it's interesting for an audience to get lost in a different world. You need to know how ideas and emotions are expressed through a visual form. Salut tout le monde, bienvenue au podcast Panoramique. Salut Félix. Salut Amir. Ça va bien cette semaine? Ça va très bien cette semaine. Splendide. On va parler de pas mal de films. Ben, c'est pour ça qu'on est là. C'est merveilleux. Cette semaine, on a une invitée bien spéciale, une invitée qu'on aime beaucoup en fait. On a eu une belle discussion. On a invité Danielle Ouimet à participer au podcast. Une actrice vraiment avec un bagage assez exceptionnel. Un puits d'anecdotes extraordinaire. Oui, absolument. Une femme qui a œuvré beaucoup dans les années 70, fin 60, début 70. Elle était très jeune, elle avait à peu près 20 ans quand elle a commencé à faire du cinéma. Et puis, on a eu la chance de la recevoir ici au podcast. Et puis, parlant de recevoir, on aimerait vraiment remercier en fait notre partenaire pour le podcast, qui est la Cinémathèque québécoise, qui nous ont donné en fait le café-bar pour filmer les podcasts. Fait qu'on est vraiment très, très contents qu'ils aient accepté de nous backer pour ça. Merci beaucoup à toute l'équipe. C'est du monde tellement sympathique, toujours à bras ouverts pour accueillir des projets. Faut juste que ça ait un lien avec le cinéma, puis c'est pas plus compliqué que ça. C'est vraiment du bon monde. Un gros merci de la Cinémathèque. Oui, merci beaucoup. Et puis, ceux qui ne savent pas trop c'est quoi la Cinémathèque, en fait, c'est un endroit où il y a plusieurs choses. Autant il y a des projections, autant il y a de l'archivage, autant il y a des événements. Surtout, bon, on s'entend, la COVID n'a pas aidé, mais il y a vraiment toutes sortes de choses. Et puis, même les étudiants, ils n'auront pas le choix à un moment donné d'y passer parce qu'il y a des archives que vous pouvez venir pour des travaux scolaires, quoi que ce soit. Alors, non, venez, ça vaut la peine. C'est vraiment un bel endroit. Puis, si vous aimez le cinéma, c'est un passage obligé. Donc, merci à eux. Et puis, j'aimerais faire aussi un merci particulier à ceux qui nous louent l'équipement, qui nous louent les caméras. En fait, c'est l'équipe, dans le fond, des productions, des sessions de salon. Session de salon, dans le fond, c'est une gang de gars, c'est des amis à nous. Ils font en fait des captations pour des groupes musicaux. Ils font ça dans leur salon. En fait, ils ont un géant appartement et puis ils filment ça là. Puis un peu, c'est le concept un peu qui mixe vidéoclip et captation live. Donc, ils font comme un gros setup, c'est du one take, donc prise en un coup. Et puis, ils vous filment ça, puis ça fait un concept, ils font le montage, je pense, et tout ça. Bref, c'est vraiment cool. Donc, allez voir ça. Vous pouvez trouver ça sur Facebook, là, c'est certain. Alors, un gros merci à eux. Et puis, sinon, cette semaine, on a des rubriques qui s'en viennent après l'entrevue. Donc, moi, je m'enligne sur le plan de la semaine. Évidemment, ça va être Daughters of Darkness en 71. Donc, film belge réalisé par Harry Kumel, qui met en vedette Delphine Seyrig notamment, et notre fameuse invitée Danielle Ouimet. On a de la suite dans les idées. Hein, Écoute, c'est merveilleux, mais c'est un film qu'on admire énormément. Donc, j'ai choisi un plan
que je vais pouvoir vous parler un peu là, en détail. Et puis, toi, cette semaine, Félix? Ben, moi, cette semaine, comme c'est le 50e anniversaire cette année de la sortie de Clockwork Orange, je vais faire un petit topo là-dessus et puis je vais vous donner mes impressions sur ce grand film de Stanley Kubrick. Ah, super, excellent. Puis, pour terminer, on vous souhaite un bon podcast. Puis aussi, on aimerait dire merci à notre technicien en chef, Étienne Dagenet. Merci beaucoup pour ton aide, on apprécie. Merci, Étienne. Bon podcast, tout le monde. Donc, aujourd'hui, on reçoit une légende du cinéma québécois. On est extrêmement honorés de l'avoir avec nous aujourd'hui. Merci. On reçoit Madame Danielle Ouimet. Madame Ouimet, bienvenue au Panoramique Podcast. Merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. C'est là qu'on voit qu'on vieillit, ou alors qu'on a fait beaucoup de métiers, mais là, vous me dites Madame, j'ai été des années mademoiselle. Et là, on me dit Madame Ouimet. Est-ce que ça crée pas de malaise? C'est toujours mademoiselle, de toute façon. D'une façon ou d'une autre, oui. Bon. Évidemment, première question que j'ai envie de vous poser, on commence par le commencement. Vous avez été connu pour votre rôle dans le film Valérie qui est sorti en 1969, qui a été un succès énorme à l'époque, film réalisé par Denis Héroux. Comment vous en êtes arrivé à jouer dans ce film-là? En fait, c'est assez bizarre parce que j'étais pas dédiée au cinéma. J'étais même pas dédiée à la comédie ou alors à être comédienne, devrais-je dire, parce que comédie, c'est autre chose. Mais j'étais à l'agence d'Hélène Bédard à l'époque et j'étais d'abord professeur mannequin. Déjà à 20 ans, c'était quelque chose, 20 ans. C'était quelque chose, mais donc c'est là où ils m'ont retrouvée. Mais avant ça, je faisais de la radio, je faisais les bulletins de circulation à CJMS. Et là, j'ai rencontré, à un moment donné, j'ai dit, écoutez, ça va faire les bulletins de circulation. Surtout qu'ils ne disaient même pas mon nom, j'étais l'agent secret 1280, là. J'ai dit, moi, je veux faire des interviews parce que la radio m'intéressait énormément. Alors, j'ai décidé de faire, des interviews. Le soir, je partais avec on appelle ça une UR pour les vieux. Tout le monde doit savoir ce que c'est. C'est un petit appareil qu'on traîne et puis Et j'allais interviewer les gens sur la rue, n'importe quoi. J'allais au palais de justice, quelqu'un qui sortait puis qui avait passé un mauvais moment au palais de justice. Je m'approchais, je l'interviewais. Et puis un jour, ils ont dit, tiens, Daniel, on va te donner une chance, on va te faire rencontrer Michel Page, qui était un Français, qui faisait toutes les chansons de Pierre Lalonde. Nous, on est dans le vent, c'était lui qui l'avait écrit, etc. Et quand il a vu que ça marchait tellement fort au Québec, il a décidé, moi, je m'en vais au Québec, puis je vais essayer de devenir une vedette avec des chansons, je vais en vendre à la tonne. Mais ça n'a pas marché véritablement comme ça. Mais par contre, je l'ai rencontré là et il m'a dit, pourquoi vous ne chanteriez pas? J'ai dit, pourquoi pas? Alors, on a fait un premier disque ensemble et un jour, je suis allée à la télévision sur le site de l'Expo et il y avait un orage, mais à écorner les bœufs et comme c'était en direct, il fallait être sous l'orage. Et même si c'était du playback pour la musique et la chanson, il fallait quand même jouer avec la caméra parce que la pluie nous tombait dessus, le vent soulevait ma robe. J'étais obligée de me débrouiller avec ce que j'avais, puis le peu, on n'entendait presque rien. Enfin, c'était l'horreur. Et les caméramans avaient peur parce que le plancher était en métal et il y avait des éclairs et tout le monde disait, le plancher mouillé en métal, on va tous mourir électrocutés. L'horreur. Mais moi, je trouvais ça drôle. Moi, j'ai toujours trouvé ces affaires-là drôles. Et Denis Héroux s'est adonné à me voir à la télévision, puis il a dit, hey, elle se débrouille. Je sais pas qui c'est, mais bon, elle se débrouille. Et finalement, ils ont appelé le réalisateur. Et le réalisateur dit, je ne sais absolument pas qui c'est, cette fille-là. Alors, ils m'ont perdu dans Brum. Et c'est un des directeurs qui travaillait avec Denis Héroux qui, à un moment donné, s'est mis à ma recherche. Et ils m'ont trouvé chez Hélène Bédard, dans les cahiers de chez Hélène Bédard. Et donc, ils m'ont appelé puis ils m'ont demandé de passer une audition. Et là encore, j'ai failli pas le faire. Parce que quand je me suis présentée au bureau où soi-disant, il fallait que je me rende, on m'a dit, c'est pas ici du tout l'audition. C'est dans le building qui est là, de l'autre côté de la rue. Alors, je traverse la rue.
monte le premier étage. Ils m'ont dit c'est au 3e étage. Monte le premier étage, c'était vide, puis ça sentait l'urine, c'était épouvantable. Monte le 2e étage, c'était tous des gars avec un crochet sur l'épaule, c'était tous des débardeurs. Je trouvais ça épouvantable. J'ai dit, ben voyons donc. Alors là, je suis sortie. Et j'ai dit, non, moi, je ne vais pas monter là, au 3e étage. Je vais me faire couper en morceaux. Et je suis partie. Et sur la rue, j'ai commencé à regarder le building. Et là, j'ai dit, bien, il y a des fenêtres en haut. Si jamais il y a quelque chose qui ne va pas, je défonce la fenêtre puis je crie. J'ai dit, il y a bien du monde ici. C'est ce que je vais faire. Et effectivement, j'ai décidé de remonter et de passer l'audition qui s'est passée très rapidement. Je sais aujourd'hui que, René, Denis Héroux a beaucoup aimé ce que j'ai fait, mais je sais aujourd'hui que René Verzier, qui est celui qui était derrière la caméra, il a dit, je la vois dans la caméra, elle sait bouger, puis elle sait faire ce qu'il faut. Alors, c'est lui en grande partie qui a dit, moi, je la vois très, très bien, je sais que quand tu vas la diriger, elle va savoir quoi faire avec la caméra. Et c'est ce qui est arrivé, je n'avais aucune idée de la façon dont ça allait se passer. Même que, quand j'ai lu le scénario, parce qu'on me l'a donné sur place, on m'a donné 1 heure pour le lire, effectivement, il y avait décrites les scènes où il y avait de la nudité. Mais moi, je les ai sautées parce qu'il y avait l'audio et le vidéo. L'audio, c'est ce que tu entends, donc le texte que tu as à dire, et le vidéo, c'est le mouvement que tu dois faire. Alors là, j'étais tannée de lire, de sauter des lignes, puis là, je ne savais plus où j'étais rendue. Alors, je m'en suis tenue simplement à l'audio en me disant, les lignes vont me dire exactement qu'est-ce que je dois dire, est-ce que je dis quelque chose de déplacé ou pas, puis tout était parfait. Alors, quand le premier jour, je savais bien qu'il y aurait quelque chose parce qu'on m'avait demandé de faire l'audition en costume de bain. On ne m'avait pas demandé de le faire tout nu, quand même. Et là, quand Denis Héroux m'a dit, la première scène où il me dit, Daniel, j'ai vidé le plateau, il y aura seulement que moi, la script et le gars du son, et bien sûr le caméraman, puis tout le monde est parti. Alors, on va faire la première scène. J'ai dit, quelle scène? Bien, il m'a dit, celle où tu te déshabilles. J'ai dit, tu fous, toi? Je me déshabille, moi, je me déshabille. Bien, il m'a regardé, puis à un moment, je ne me déshabille pas. Puis là il a commencé à dire, mais merde, t'as lu le scénario? Bien, j'ai dit oui, mais il me semble qu'il n'y avait pas de scène. Ben oui, elle enlève ses vêtements et c'est du linge neuf. Ben oui, mais j'ai dit, c'est dans l'idéal, je peux être en arrière du rideau. Et là, il s'est énervé parce que naturellement, je prenais du temps sur la journée. Alors, il dit, écoute, fais-le ou fais-le pas. Puis si tu le fais pas, ben dis-le vite parce qu'il faut que je te remplace. Alors là, je me suis assise sur ce que j'appelle une boîte de pommes. Tout le monde sait ce que c'est dans le domaine. C'est les boîtes pour surélever les caméras et des trucs comme ça. Je me suis assise sur une... Et je dis tout le temps, en l'espace de 5 minutes, j'ai décidé du restant de ma vie. Parce que en disant oui, je savais que mes parents... Ben, écoute, à l'époque, il fallait avoir 21 ans pour faire ce genre de choses-là. C'est l'âge légal. Puis je savais qu'éventuellement, personne n'avait fait ça jusqu'à date. Mon Dieu, C'était révolutionnaire à l'époque. C'était le premier film québécois où on voyait de la nudité. Oui, mais c'était de la provocation pure. Ouais. Ça n'existait pas. L'Église était très forte. L'Église, écoute, le nombre de curés qui m'ont banni. Ma mère a arrêté d'aller à l'Église à cause de ça, d'ailleurs. Wow. Elle allait à l'Église et un jour, naturellement, le curé ne pouvait pas la reconnaître, elle. Elle allait à l'église, puis à un moment donné, le curé dit « Avant que vous donniez de l'argent à la caisse, j'ai une remarque à vous faire. Vous donnez 2 $, c'était 1,75 $. Oui, vous donnez 1,75 $ pour aller voir un film dans lequel il y a une fille qui se déshabille et qui va vous amener directement en enfer, tandis que vous ne donnez même pas une pièce à votre église qui, elle, va vous amener au ciel. » Wow! Alors, C'est incroyable. Le curé avait dit, ma mère a dit, c'est ma fille, il n'y en a plus question. Elle n'est plus jamais à l'église. Oui. Puis est-ce que... excuse-moi, Félix. Allez-y. Non, vas-y d'abord. On va se battre pour la question. Non, mais moi, je me demandais si, par exemple, Mme Ouimet aurait lu le scénario, par exemple, au complet, puis que vous auriez vu ces scènes-là de nudité, est-ce que vous seriez parti puis on ne vous aurait jamais vu dans ce film-là? Non, je l'aurais fait probablement, mais j'aurais demandé, j'aurais longuement négocié pour certaines scènes. Mais c'est drôle, je me suis dit,
je vais essayer la première, puis on verra bien. On verra si je me sens vraiment mal à l'aise. Mais les gens ne savent pas jusqu'à quel point faire du cinéma, quand tout le monde est dans une bulle, c'est une bulle du cinéma. C'est une famille. Puis, comme disaient les caméramans, le caméraman, il a dit, moi, je regarde mon cadrage. J'ai dit, quand je t'ai vu la première fois, j'ai dit, OK, c'est correct, elle est belle, là, c'est correct. Je l'ai vue, puis je vais avoir 10 fois de même. Alors, on va se calmer. Le gars de l'éclairage, il dit, moi, il fallait que je te rende belle. Il dit, moi, je ne regardais pas juste tes seins. Il dit, je regardais l'ensemble. La script, elle dit, ben moi, j'ai le texte. Elle dit, il faut que je fasse... Et avec le comédien, mais tu as toujours du plaisir, parce que c'est gênant, parce que tu ne connais pas la personne, parce que tu es habillé jusqu'à la dernière minute, parce qu'il te protège, parce que ci, parce que ça, et parce qu'on rit abondamment, surtout sur un plateau comme ça. Ça s'est fait très facilement. Mais puis, naturellement, le résultat final, on ne le voit pas. J'ai une scène dans l'initiation avec Serge Laprade où on riait tellement qu'on s'est dit, ils vont couper ça. Le son n'était pas là par ailleurs, mais la scène était là. Et les caméras étaient en dehors de la chambre parce que Denis voulait voir toute la chambre. Alors, il avait pris un recul. Puis, au départ, on devait être à l'avant du lit. Puis, bon, ils ne nous voyaient pas. Ils ont décidé de nous mettre au pied du lit. Et là, on s'est mis à rire tellement, à chatouiller, à faire... J'ai dit, ça ne marchera pas, ça ne marchera pas. Eh bien, non. Ils ont mis une musique épouvantable, sensuelle, de je ne sais pas trop quoi. Tu regardes ça, puis tu dis, ben voyons, c'est une scène... érotique au bout, mais il ne s'est rien passé. On a ri tout le long. Et si tu enlèves le son, tu vois qu'on rit. Tu vois qu'on rit de A à Z. Et pourtant, tu vois, c'est ça la magie du cinéma. Tu mets une musique qui est appropriée, et puis tout change. Tu mets du son approprié et tout change. C'est très, très, très spécial. Moi, j'adore le cinéma parce qu'on peut faire des choses tellement... C'est de la prétention à 100%, c'est des angles, c'est des moments bien précis, c'est des gros plans, c'est des moments calculés au pouce carré. J'adore ça. Mais bon, j'ai appris que bien sûr, j'ai appris qu'il y a eu un prix à payer pour faire ça, mais tu sais, ça ne m'a jamais abattu, ça ne m'a jamais atteint profondément. Plus du côté personnel que du côté de célébrité. J'ai appris très vite que tu ne peux pas être aimé de tout le monde, de toute façon. Et si tu n'es pas aimé de la majorité, ben écoute donc, t'en meurs pas. Mais ce qui m'étonne dans ce que vous racontez, c'est qu'on nous parle toujours des années 60 comme si c'était la décennie de la liberté, de tout le monde faisait de l'amour libre. Mais pourtant, vous nous dites que ça créait un scandale énorme dans certains milieux. Parce que c'était le début. Tout le monde provoquait. C'était le FLQ. À l'époque, c'était vraiment... on sortait du duplessisme. Et puis, c'était très religieux. C'était encore les processions dans la rue, etc., etc. C'était la pilule qui est arrivée. C'était Vive le Québec libre. C'était Charlebois. C'était tous ces gens-là qui sont arrivés entre deux joints. Voyons donc, entre deux joints. Ils chantaient entre deux joints. C'est quoi ça? C'était de la provocation pure à tous les niveaux. Et surtout, l'Église prenait le bord. Il y avait une répulsion avec tout ce qui était contrainte religieuse. Combien de fois on m'a invité à la télévision en surprise devant un curé qui faisait quasiment le signe de... Aussitôt qu'il me voyait, il faisait ça. Combien de fois? Mais je les mettais dans ma poche à chaque fois. Je me rappelle, le père Desmarais qui s'appelait. Il était habillé toujours en costume blanc, puis il disait, c'est épouvantable, c'est cette jeunesse qui perd tout son honneur, etc., etc. Et là, j'entrais. Et j'allais m'asseoir à côté de lui, puis je disais, ah oui, on perd, mais je pense pas que je perde mon honneur. Je pense que, bien sûr, il faut être... Puis là, je racontais. À la fin, il m'embrassait les mains.
J'étais tellement Mais, surprise. mine de rien, un film comme Valérie, la fin du film, c'est tout de même assez conservateur dans la mesure où ils vont se marier, être heureux, avoir beaucoup d'enfants. Mais donc, c'est là, je trouve l'intérêt exceptionnel de ce film-là. Moi, je l'ai vu comme une double lecture du personnage. Tu sais, on voit une Valérie qui, bon, on veut pas, au fil du film, devient... Tu sais, au début, elle est danseuse, après ça, elle devient prostituée. Mais... Après, quand elle rencontre le peintre, qui lui est père monoparental, et là, on sent qu'elle est amoureuse de cet homme-là. Mm-hmm. Puis là, c'est là qu'on arrive, et là, elle est prise dans la vie qu'elle mène, qu'elle n'est pas sûre d'aimer, mais qu'elle aime cette liberté-là, puis d'être femme, puis d'en vivre aussi. Mais en même temps, elle veut prendre soin de son mari, puis du fils, en fait. Fait il y a quelque chose de beau aussi, je trouve. Mais je dois vous avouer que moi, je me demandais pourquoi Denis, qui pourtant était un polémiste et qui était un gars qui enseignait quand même l'histoire et la politique, qui était très doué vers la politique, je me demandais pourquoi il avait décidé tout d'un coup de s'en aller dans cette direction-là pour faire du cinéma, en sachant pertinemment, et puis ceci dit, entre parenthèses, moi j'ai pensé que ça ne marcherait pas, là. J'ai pensé que le cinéma québécois n'existait pas à l'époque, que ça ferait 3 semaines puis que ça serait fini. Je me suis un petit peu trompée. Mais alors, Denis, on lui a demandé, puis à un moment donné, j'ai été très surprise en interview de l'entendre dire qu'en fait, il avait fait l'histoire du Québec. C'est drôle, hein? Valérie, c'est le Québec. C'est la fille qui est en religion, parce qu'elle commence par aller chez les religieuses. Mm-hmm. Elle veut se libérer de ça. Pour ça, elle provoque, elle se fait enlever par un beau gars qui va peut-être l'amener vers quelque chose de magnifique. Mais elle s'aperçoit que le rêve de la fuite, qui est le Québec, il y a des prix à payer pour ça, et qu'il faut quand même gagner son argent. Et donc, que c'est dur de faire de l'argent au Québec, parce que, bon, tu n'as pas grand-chose à offrir. Alors, tu vends tes richesses naturelles, d'où il a fait devenir prostituée. Elle vend ses richesses naturelles, mais elle s'aperçoit que finalement, oui, OK, le Québec est obligé de faire la pute pour pouvoir progresser, mais elle est tannée à un moment donné. Ça se peut pas, c'est pas ça la vie. Alors, quand elle en a assez, qu'elle a assez d'argent, qu'elle habite un bel appartement, etc., elle revient vers la normalité. Il se disait, ça va être ça le Québec, on va revenir vers une normalité où il y aura plus de religion imposée, où il y aura un contrôle des naissances, etc., etc. Et d'ailleurs, la dernière scène, il l'a voulu sur la montagne et il disait, c'est comme ça que les gens vont comprendre que j'ai essayé de faire quelque chose de nationaliste. Il y avait tous les drapeaux du Québec qui volaient au vent. Et il a dit, ma scène finale, je la voulais là, sur les drapeaux qui disaient le Québec est libre comme et revenu à la normale comme Valérie le sera. Alors, c'était ça son image de Valérie. Vive Valérie libre. Oui, c'est ça. C'est ça qu'il faut comprendre. Ouais. Puis d'ailleurs, l'année d'après, en 70, il y a l'initiation, justement, qu'on parlait tantôt, qui arrive. Et là, on assiste, là, justement, à votre personnage qui est beaucoup plus affirmé. T'sais, c'est une femme qui s'affirme à 100%. Il y a des discussions sur justement la sexualité. C'est des jeunes qui justement qui discutent autant philosophiquement. En fait, c'est un pré-déclin de l'Empire américain. C'est vraiment un film, je pense, qui a inspiré l'époque de l'innocence, peut-être avant de tomber justement dans le désabusement des années 80. Oui. Puis d'ailleurs, fait intéressant, peut-être vous pouvez nous en parler, mais je sais que Denis Roux et Denis Arcand ont co-réalisé dans les années 60, là, début 60. Ils ont étudié ensemble ou co-réalisé ensemble, quelque chose comme ça? Ils ont étudié ensemble et co-réalisé aussi. Ils ont fait les deux. Fait que je trouvais ça intéressant parce que moi, c'est quelque chose que je savais pas. Puis là, en voyant le film, je dis, wow, OK, on assiste vraiment comme tu sais, 14 ans plus tôt, 15 ans plus tôt. C'est quelle année déjà le déclin? Le déclin, c'est 86. Ah, 86, c'est ça. Ouais. 16 ans plus tôt, il y a ce film-là qui sort. Puis là, on dit, crime, c'est intéressant. Tu sais, c'était très libre, c'est très... oui, Denis était très avant-gardiste. Il fallait qu'il trouve aussi ceux qui voulaient provoquer. En fait, je pense qu'il n'aurait jamais pu faire ce film-là si Valérie n'avait pas eu autant de succès. Parce que Valérie a fait, je vous le jure, Valérie a coûté, je crois,
comment ça... Attendez, ma mémoire qui fait défaut. Mais quelque chose comme 160 000 $, une niaiserie. Ça a commencé par 80, puis là, il demandait de l'argent. Et ça a fait 1 million en 6 mois à 1,75 $ l'entrée. Il y en avait du monde à la messe. Oui. Il y en avait du monde. Et donc, ça leur a permis de faire un meilleur film la fois d'après, et la fois d'après en couleur, ce qu'ils ne pouvaient pas se permettre la première fois. C'était en noir et blanc parce qu'ils ne pouvaient pas se le permettre, la pellicule en couleur. Et ce film-là, Valérie avait été proposée à Chantal Renaud. Et elle avait dit non. Chantal Renaud qui va se retrouver à être l'actrice principale de l'initiation. Voilà. Exactement. Alors, Denis il m'a dit, je vais te garder parce que c'est un lien normal. Et c'est un lien normal, mais j'ai besoin de... T'as déjà été mariée puis en amour dans Valérie. Je ne sais pas si les gens, un an plus tard, vont voir que tu veux retomber en amour avec un gars qui vient de France. Alors, on va te donner un autre rôle. Toi, t'es la fille qui est pas nécessairement délurée, mais qui sait où est-ce qu'elle s'en va. Tandis que Chantal, ben ça va être la jeune fille qui va rencontrer l'amour et puis qui va foirer finalement. Et puis il y avait les petits jeunes qui représentent encore les puceaux qui veulent se rencontrer, se connaître. Et puis, enfin, c'était très spécial. Il avait choisi 4 couples. Et chose assez bizarre, certaines comédiennes qui sont devenues des comédiennes de théâtre de ce film-là, je ne les nommerai pas par pudeur, ils ne veulent plus maintenant. Ils ont même enlevé de leur curriculum vitae le fait qu'ils ont fait l'initiation. C'est des farces. Mais qu'est-ce que vous voulez? C'est s'assumer, faire ce métier-là. Tu l'as fait. C'est un point, c'est tout. Mais pourtant, c'est un film, parce que juste avant de venir ici faire l'entrevue, je regardais un extrait d'un entretien avec André Link, un des producteurs du film, puis il racontait que ça avait été un succès absolument phénoménal, l'initiation. Il nous disait les gens faisaient la file dans la rue pour le regarder. Il faisait froid, donc nous, on passait, on leur donnait du café pour les réchauffer. C'est quand même... Ah non, quand j'arrivais quelqu'un, là, quelque part, là, à l'époque, c'était quelque chose, là. C'est les soirs de première, la rue était bloquée. La rue était bloquée, Sainte-Catherine était bloquée aux Parisiens. C'était vraiment... Puis tu sais, tu le réalises pas. Tu te dis, ben voyons, moi je le réalisais pas parce que le produit final, je savais que c'était juste un rassemblement de choses qui n'avaient pas de bon sens. Tu es obligé de le faire 5 fois, 6 fois. Ils ont choisi la meilleure. Bien, tu sais, je veux dire, OK, mais si tu avais vu les autres, peut-être que tu trouvais que je suis moins bonne. Ou peut-être que pour moi, ça n'avait pas de connotation. Je comprends. C'est ça, d'ailleurs, le bonheur du cinéma. C'est que tu finis par créer quelque chose qui fait ça atteint les gens. Mais en réalité, moi, je le fais 2, 3, 4, 5 fois dans la journée. La même maudite scène, les mêmes maudites phrases, mais de façon différente. Le résultat final appartient au monteur, appartient au réalisateur. Ça ne t'appartient plus. Je l'ai vu ça à un moment donné quand Denis m'a dit, il ne voulait pas que je voie les rushs, c'est-à-dire les bouts de film qui sont faits dans la journée. Et un jour, il m'a dit, je veux que tu viennes parce qu'il dit, je veux te montrer comment tu es belle à l'écran. Tu as de l'air à pas comprendre ce que tu fais ta job, mais tu n'as pas l'air à comprendre l'impact que tu vas avoir à l'écran. Il dit, ce soir, tu vas venir voir ce que tu fais. Et il m'a montré les rushs. Puis là, j'ai compris bien des choses. Puis j'ai dit, OK, on va se faire du fun, mais je vais jouer beaucoup pour la caméra et je vais jouer beaucoup pour ce que tu veux me faire faire. Alors, ça a été mon apprentissage directement sur le plateau. Oui, wow. Ça a été bien spécial. Et là, on parle, parce que c'est ça, ça a été 3 années très, très, très prolifiques pour vous. Ouais. On parle de 69, 70. Et là, 71, vous vous expatriez. Ouais. Vous allez en Belgique tourner le fameux Daughters of Darkness, Les Lèvres Rouges. Vous savez, j'ai fait dans ma vie 17 films, puis j'ai 3 films cultes, enfin, qui commencent à devenir cultes. Le dernier commence à devenir culte. Là. Mais celui-là, j'ai la surprise de ma vie. Je suis appelée de partout, des universités, des États-Unis. Les gens me rejoignent sur Facebook, me demandent de signer des affaires. Ils m'envoient des choses par la poste. Ils me demandent de signer. Je dois leur retourner.
J'ai dit, ben voyons donc, ça n'a pas de sens. Et effectivement, ça a été beaucoup plus dur, par contre. Beaucoup, beaucoup plus dur. Ça, c'était les ligues majeures. Je voulais savoir, est-ce que, quand on vous a proposé ça, est-ce que vous avez des appréhensions par rapport au cinéma d'horreur? Est-ce que c'est quelque chose... Non, pas non, moi, j'avais pas d'appréhension parce que le cinéma, c'est du cinéma. Peu importe ce que c'est, à moins d'avoir été, et même égorgé, que c'était tellement drôle parce que, bon, il faut qu'il te fasse une cicatrice, puis il faut qu'il te fasse un faux couteau, puis il faut qu'il te goroche, puis qu'il te goroche des affaires dessus. Tu sais, c'est le fun! Arrêtez de dire, oui, OK, le résultat final est épouvantable, tout le monde fait « mais c'est le fun! C'est le fun de faire ça! On le fait ça à l'Halloween, veux-tu bien me dire pourquoi on ne serait pas payé pour le faire? » C'est vrai! C'est payé pour s'amuser. Oui, en plus de ça. Mais ce qui était beaucoup plus difficile pour Daughters of Darkness, en fait, j'ai été choisie... encore une fois, tout à fait par hasard. Je vais vous raconter une anecdote qui est assez amusante. C'est que j'étais au Festival de Cannes et Cinépix a eu cette idée, sotte et grenue que je dis, moi, mais une bonne idée, de me présenter un producteur qui cherchait une fille justement pour Daughters of Darkness, pour le Rouge aux lèvres, qui... je saute les étapes, il y a tellement d'affaires qui m'arrivent dans la tête. Et je rencontre le producteur au Negresco à Cannes. Et j'étais tellement énervée que je l'ai vu, je me suis assise, on s'est parlé 15 minutes, il m'a dit « OK, vous êtes prise ». J'étais tellement énervée, je suis partie en courant, puis je suis allée renvoyer. Je peux pas croire que j'ai été choisie. Mais en plus de ça, c'est que ça voulait dire qu'il fallait que je quitte le Québec très rapidement, puis que j'aille passer 3 mois quasiment là-bas, et puis que toute ma carrière prendrait une autre dimension. Effectivement, ça a été très agréable, très, très, très agréable. Mais Henri Lange, qui est devenu un très bon ami par la suite, qui était le producteur de Shocking Films, je crois. En fait, ce qu'ils ont fait, et que j'ai su par la suite, parce que j'aurais pu avoir plus d'argent que ça, le cinéma, c'est pas payé. Enfin, à l'époque, c'était pas payé. C'est que Cinépix avait dit, si vous la prenez, Daniel, nous autres, on va vous payer son salaire, mais vous, alors pour eux, c'était énorme parce qu'ils ne savaient pas combien j'allais être payée, mais ils s'imaginaient que ça allait être... mais pour nous, vous nous accordez la distribution. Alors, c'était un échange. Eux avaient le droit à la distribution exclusive au Canada et aux États-Unis. Enfin, pas nécessairement aux États-Unis, non, mais au Canada. Et déjà, j'étais allée jusqu'à Vancouver avec Valérie, puis... Mais effectivement, mais moi, je ne le savais pas, je l'ai su par la suite. À l'avoir su, j'aurais eu plus d'argent, parce que j'aurais dit, écoute, vous allez me payer ce que les autres sont payés, mais on m'a dit, écoute, on te fait une fleur, tu t'en vas dans un film international, puis bon. Mais j'ai beaucoup aimé ça, et arrivé là-bas, j'ai rencontré un réalisateur... je ne savais pas s'il avait du talent ou pas. Écoute, t'as bien beau venir de n'importe où, mais de loin. Mais déjà, au départ, tout de suite, dès la première journée, j'ai eu comme des appréhensions parce que moi, j'étais la première arrivée. J'étais en Belgique dans un hôtel où on allait filmer, d'ailleurs, où on a filmé. Et là, le réalisateur me dit, ton partenaire masculin arrive cet après-midi. Alors, à 4 heures, tiens-toi prête. Ben, oui, j'aimerais bien le rencontrer, etc. Non. Tu vas, moi j'étais au 3e étage, tu vas descendre, tu ne prends pas l'ascenseur, tu descends les escaliers et tu te tiens au centre des escaliers. J'ai dit, écoute, ils veulent-tu me filmer en train de, je sais pas, moi, j'ai dit, je ne suis pas prête, vas-tu me maquiller ou pas, je ne sais pas, qu'est-ce qu'il veut. Il essayait de créer une espèce de choc pour que je tombe en amour pour vrai avec ce gars-là. Pour qu'on puisse exploiter ça pendant le film. Et j'ai dit, vous êtes bien mal tombé. Bien mal tombé. Je suis ici pour faire du cinéma, pas pour tomber en amour avec la vedette principale. Mais je me suis très, très bien entendue quand même avec John Carlin et beaucoup moins bien avec le réalisateur. Ben, d'ailleurs, j'ai vu une entrevue de vous à propos de Daughters of Darkness où justement vous parliez du fait qu'à un moment donné, la tension avec Harry Kumel, le réalisateur, était allée à un point tel qu'à un moment donné, vous avez giflé et c'est John Carlin qui avait pris votre défense à ce moment-là. Alors, je vais vous raconter la scène, vous ne le croirez pas. Je le raconte aujourd'hui, quand je ne peux pas croire, parce que là, il m'appelle, il voudrait avoir c'est moi qui j'ai le seul scénario.
Je suis la seule qui a le scénario. Puis là, tout le monde m'appelle, puis me trouve bien fine tout d'un coup. Je le garde, mon scénario. Alors, non, ce qui est arrivé, c'est que comme j'étais imposée, faut que je le comprends aussi, j'étais celle qui avait le moins de métier. J'avais fait 2 films, et John Carlin avait des séries américaines, était dans Cagney and Lacey. Delphine Seyrig, c'était un monument du cinéma français de Delphine Seyrig. Un monument. Alors donc, j'arrive là-dedans, puis je suis très intimidée, puis Delphine m'a aidée à 100%. Quand je ne savais pas mes lignes, ou j'étais insécure avec mes lignes, ou je ne savais pas comment les... Elle me disait... Quelle femme fantastique. Elle me disait, Danielle, vous permettez qu'on répète? Parce que moi... Ça ne marche pas, j'y arrive pas. Je perds les lignes. Elle les savait, mais c'est moi qu'elle voulait faire répéter. Parce qu'elle voulait que je sois à l'aise. Elle voulait vraiment que je sois à l'aise. Alors, elle me faisait répéter en disant que c'était elle qui était fautive. Quelle femme! Elle n'avait aucunement la prétention de dire « Moi, j'arrive du grand cinéma d'auteur et je suis au-dessus des... » Non. Jamais. Mais je vais continuer l'anecdote et vous allez comprendre jusqu'à quel point le cinéma d'auteur, dans ce qu'elle a raconté après, a eu son effet. Alors, un jour, il faut expliquer, j'essaie de le comprendre, j'essaie de lui pardonner à cause de ça, mais comme je n'avais pas vraiment de métier et que j'étais toujours là, toujours prête sur le plateau, tout était parfait, mais lui, il voulait tout contrôler, jusqu'au costume que j'avais essayé en sa présence. Et puis, à un moment donné, il m'a dit, oui, ça serait très bien pour telle et telle scène. Il dit, mais c'est un costume, on appelle ça en bright swan, ce qui est de la peau d'agneau. Mais le costume était brisé. J'ai dit, écoutez, c'est gentil, mais regardez, la peau, elle est défectueuse ici. Puis il m'a dit, ils vont l'arranger, je vais le dire, ils vont l'arranger. Alors, j'arrive sur le plateau et c'est la fameuse scène où mon mari se fâche contre moi et me frappe. Alors, c'est assez difficile parce qu'effectivement, il faut qu'il me frappe beaucoup, puis ça demande de la technique. Il faut qu'il frappe dans les oreillers, pas sur moi, etc. Puis il faut trouver les oreillers, puis il faut trouver le son, puis il faut trouver la langue. C'est compliqué. Mais, et là, j'arrive sur le plateau. On me dit, Madame Ouimet, venez sur le plateau. Alors, j'enfile mon costume parce que c'était toujours à la dernière minute. Et là, je vois qu'il est encore brisé. Alors, je dis, est-ce que c'est possible de le faufiler? Ça ne se verra pas si c'est faufilé noir sur noir, parce que je sais que j'enlève le haut, mais bon, si on voit, le réalisateur peut-être ne me prendra pas de dos. Bon, j'arrive sur le plateau et je suis en retard. Et là, il commence à me crier après. Et il me faisait ça régulièrement. Quand j'arrivais trop tôt, il disait « T'es trop tôt, tu me déranges, etc. » Bon, je disais rien, je m'en allais, je disais « Bon, coudonc. » Mais cette fois-là, il me dit « T'es en retard, t'es toujours en retard. » C'est pas vrai, là. Alors, j'ai dit « Non, Harry... » oui, c'est parce que j'avais aussi un ami qui était agent d'artiste qui était venu l'après-midi, puis il m'avait dit « Fais-toi pas, laisse-toi pas impressionner. » Guy Latraverse était venu, puis il m'avait dit « Laisse-toi pas impressionner, laisse-toi pas monter sur le dos. » As-tu compris? Alors, quand Harry est arrivé, puis là, autant avant, je disais rien, autant quand Harry est arrivé, puis il a dit « T'arrives encore en retard, etc. » J'ai dit « Non, là, vous ne me ferez pas ça, il n'y en a pas question. » J'ai dit, je ne suis pas en retard, c'est le costume, vous deviez le faire réparer, vous ne l'avez pas fait, vous avez tort. Tu fais ça devant mon équipe, oh ben. J'ai sauté dessus, je l'ai labouré de coups. Là, l'équipe nous a arrêtés, était obligée de nous arrêter littéralement. Alors, le réalisateur dit, on va changer de pièce, on va aller régler ça ailleurs, dans la pièce à côté. Et c'était une pièce où on avait mis tous les meubles qui n'étaient pas nécessaires pour la scène. Alors, on rentre dans la pièce, puis il me fait, tu me fais encore ça devant l'équipe, tu vas voir que ça va aller très mal, etc. J'ai dit, mais vous me faites encore de ce que vous me faites, et puis moi aussi, ça va aller très mal. Il dit, arrête de continuer comme ça, sinon je te frappe encore. Il lève la main, je saute dessus, les meubles nous tombent dessus. Les techniciens rentrent dans la pièce, on est en dessous des meubles. Alors là, c'est l'enfer. Moi, je pleure, je suis obligée de recommencer mon maquillage. Alors, je dis, là, c'est assez, là, on va la faire, la maudite scène. Puis là, vous avez vu que c'est cassé. Alors, vous savez quoi faire comme scène, comme plan. Je vais aller refaire mon maquillage, puis on en reparlera.
Je rentre dans la salle de maquillage. John, qui est là, qui m'attend, il est bien sûr en sous-vêtements parce que c'est la scène où il enlève une robe de chambre puis il est en sous-vêtements. Il me dit « What's the matter, baby? » Ben, j'ai dit « He hit me. » Il dit « Quoi? » J'ai dit « Quoi? » Il dit « Quoi? Il t'a frappé. » Il part en courant. J'ai dit « Non, écoute, non, ajoute-en pas, ça n'a pas de bon sens. » Et il revient quasiment enragé, là, mais enragé bleu, là, mais enragé bleu. Il dit, c'est qui a frappé en premier? Ben, j'ai dit, demande à toute l'équipe. Demande à toute l'équipe. C'est lui qui m'a frappé en premier. Toute l'équipe était là. Et ça l'a déplacé. Il dit, non seulement il t'a frappé, mais en plus de ça, il me ment à moi. Il repart. Mais là, je savais qu'il était là. Il était... Et comme de fait, je me rappelle, j'étais dans le corridor, j'y tenais la robe de chambre. Il a enlevé sa robe de chambre. Il se promenait à moitié tout nu dans le corridor. Il arrive sur le plateau, puis il fait « Harry! » Harry il se retourne, il fait « Fly! » Un coup de poing au réalisateur. Wow, ouais, en tout cas, c'est le fun qu'il soit devenu culte, ce film-là, parce que sinon, ça aurait été juste l'enfer. Alors là, des fois, c'est parti pour mal tourner et finalement, ça donne un résultat extraordinaire. Et je vais vous dire, je vais finir l'anecdote avec Delphine Seyrig, comment elle était merveilleuse, parce que Delphine, qui n'a pas assisté à ça, naturellement, mais qui se l'est fait dire, elle s'est fait raconter la scène, bien sûr, et elle ne savait pas comment prendre, elle ne savait pas comment me poser des questions, puis elle ne savait pas comment prendre pour moi vis-à-vis le réalisateur. Elle n'était pas pour dire « je prends pour elle sans avoir vu la scène ». Alors, on était le lendemain, vous savez, la fameuse scène où je suis en face d'elle, puis elle me parle, puis elle me touche aux cheveux, puis j'ai un peu de sang sur le bord de la lèvre. Donc ça, c'était une scène très près, avec des gros plans, et il fallait faire un éclairage très, très particulier. Il fallait que ce soit très blanc. Alors, donc, ça prenait du temps. Et on n'a pas de stand-in pour nous autres, alors on était toutes les deux, une en face de l'autre. Et elle se faisait les ongles avec une lime, Delphine. Puis j'ai dit, c'est drôle, j'ai la même couleur de rouge. Et puis elle se faisait les ongles. Et elle dit, Harry, vous pouvez venir ici, s'il vous plaît. Alors Harry, qui l'adorait, qui passait en dessous du tapis quand Delphine lui parlait, c'était invraisemblable. Elle dit, j'ai quelque chose à vous dire. Vous savez, Jean-Jacques Demy, avec qui j'ai beaucoup travaillé, surtout dans Peau d'âne, il m'a dit quelque chose, et je m'aperçois que en ce moment, il avait totalement la vérité. Et elle prend la lime, puis sa lime, et elle fait, sans le regarder lui, sans me regarder moi, elle dit, Jean-Jacques Demy disait que quand les comédiennes ont du talent, puis elle me pointe, et elle se pointe, un réalisateur est totalement inutile. Oh! Elle me l'a planté dans le mur. Oh, wow! Moi, j'étais... Qu'est-ce que je me sens bien? Alors, à chaque fois que je vois cette scène-là, je pense à ma Delphine qui le plante dans le mur et je sens dans ma tête que je viens de vivre quelque chose d'absolument extraordinaire. Et c'est ça, tu sais, en fait, c'est ça le cinéma, c'est ça qu'on aime du cinéma. Vous aimez l'histoire, vous aimez les effets, vous aimez le final, vous aimez tout l'ensemble. Moi, ce que j'aime du cinéma, c'est tout ce que j'ai vécu à l'intérieur de ça. Tous ces moments-là. Alors, pas le fait qu'on se soit battu comme des chiens, mais c'est cette espèce d'union de John Carlin qui tout d'un coup... Et c'est assez bizarre parce que le film devait se faire en français. On a commencé en français. On répétait en français. Et on s'est aperçu que John avait un ton très, très... Il y avait beaucoup de difficultés à parler en français. Il allait au son, puis c'était terrible. Alors, on a demandé à Delphine si elle parlait anglais, si moi je parlais anglais. Finalement, on a décidé de le faire en anglais. Il a fallu attendre 2 jours pour que tout le texte soit refait en anglais. Puis on a tourné en anglais, finalement. Ah. Ouais. Mais malgré tous ces épisodes-là, est-ce que vous avez quand même gardé contact avec Harry Kumel? Dernièrement, comme je vous ai dit, je lui ai pas parlé après, non. Non, je n'ai pas parlé après. Je vous raconterai une autre anecdote, mais comme ça ne fait pas partie de mon cinéma, je vous dirai comment les gens... Il a eu de la difficulté avec bien des comédiens, mais c'est pas que c'est un mauvais réalisateur, c'est pas que c'est un mauvais... c'est un être qui a de la difficulté à s'imposer auprès des comédiens, je crois.
Mais c'est une impression qui m'est que personnelle à moi. C'est un gars qui a plusieurs... Puis en plus de ça, il fallait toujours... Je vais vous donner un exemple. Il y avait une scène dans le train où on est des nouveaux mariés, puis il voulait que je fasse quelque chose d'assez poussé, parce que c'était la seule scène où on me voyait avec mon mari, en train de faire l'amour. Et jamais il m'a dit, vous allez vous installer comme ça, vous allez faire ci. Ça, c'est ça, un réalisateur. Ça te dit exactement ce que ça veut voir à l'écran. Lui... il a fait venir un livre avec des positions, puis il disait, un peu comme un menu, vous allez faire cette position-là, et vous allez faire cette position. Parle, dis-nous ce que tu veux qu'on fasse, c'est quoi ton problème? Et Harry a toujours eu probablement ce problème-là, où il voit dans sa tête les scènes, mais de les projeter sur des comédiens, il voudrait qu'on lise dans sa tête. Et non, c'est pas de même que ça marche. Je veux bien être en diapason avec toi, mais non, mais il faut quand même que tu parles, parce que c'est toi qui es le directeur. Et il ne parlait que très rarement. Alors, il fallait tout inventer, tout faire soi-même. Et c'est pour ça que ce film-là, j'y suis très attachée, parce qu'on devenait notre propre directeur sur un plateau. Et bon, oui, il avait ses idées, oui, tu vas prendre ce plan-là, oui, tu vas faire ça, mais à un moment donné, dans la rythmique de la chose. D'ailleurs, à preuve, moi, je me suis dit, je vais me faire clencher puis disparaître quand j'ai frappé le réalisateur. Ils ont appelé d'urgence le producteur qui est descendu de Paris en Belgique parce que le plateau, c'était irrespirable pour la journée d'après. Henri Lange est arrivé et il m'a dit carrément, « Daniel, tu te tiens libre ce soir, je vais te parler à 4 heures et dis-toi bien que si je vais parler à toute l'équipe et si ça va vraiment mal, tu retournes au Québec. » Alors, j'ai dit, bon, ben, très bien. Pas de problème, c'est sûr, on s'est battu. Je n'ai pas l'habitude de faire ça. Eh bien non, il est arrivé, puis il m'a dit, ben, j'ai une bonne nouvelle pour toi, Daniel. Il dit, si tu le veux, ou s'il recommence, c'est lui qui s'en va. On va le changer. Changer un réalisateur en plein milieu d'un tournage, qui est son film à lui. Alors, je pense que toute l'équipe en avait soupé de ces sauts d'humeur. Et je pense que c'est ça. C'est pas un mauvais réalisateur. Oui, en fait, c'est un gars qui ne sait pas comment expliquer. Il a son cinéma dans sa tête. Il le voit. Et si tu le fais pas, il devient enragé. Ben oui, mais une minute, là. Fais-le, toi, si tu veux. Alors, c'était j'ai même, dernièrement, c'est assez amusant parce que j'ai reçu une photo du gars qui était sur le plateau de Valérie, que j'ai jamais vu. Tu as l'impression que je couchais dans le lit avec Denis Héroux. J'ai dit, ben voyons donc, c'est pas vrai ça, c'est pas vrai cette affaire. Et ben non, il est en train de me dire où est-ce qu'il voulait que Serge Laprade soit. Donc, lui me montrait lui-même personnellement, je suis là, pas pour en profiter, j'étais habillée, mais lui me montrait personnellement comment, tout ce qu'il voyait, puis regarde, on va être penché là, puis la caméra va être là, etc. C'était ça, un réalisateur. L'autre, non, tu savais pas, tu commençais ta scène, tu savais pas où est-ce que tu t'en allais. Et je pense que ça le frustrait énormément qu'on ne comprenne pas totalement ce à quoi il s'attendait. Et je pense que c'est ça son problème, et je suis pas Je lui ai parlé il y a à peu près, sans lui avoir parlé depuis le début du film, je lui ai parlé il y a à peu près 2 ans. Ça a été très correct, mais très froid. Et effectivement, il voulait revoir le scénario, mais j'ai dit, parce qu'il dit qu'il y a un musée du cinéma en Belgique, et c'est le musée qui veut avoir le texte. J'ai dit, vous n'aurez pas mon texte. Je vous enverrai tout au plus une copie du scénario, mais vous n'aurez pas mon texte, vous n'aurez pas mon scénario. Parce que Henri Lange est mort, lui, il l'a perdu, l'autre comédien, ils sont tous morts. C'est vrai, c'est vrai. À part le directeur, tout le monde est mort dans ce film-là. Ouais. C'est dommage. D'ailleurs, parlant, je voulais savoir, parce que le compositeur de la musique du film,
François Dourbet. François Dourbet. Moi, je me demandais, est-ce que vous aviez eu des liens avec lui? Non. Vous Non. avez jamais Mais croisé? chose assez bizarre, je l'ai interviewé beaucoup plus tard dans la vie. Ah, Oui, mais sur le fait, non, je ne l'ai pas rencontré. OK, parce que c'est quand même un grand compositeur. Ouais. C'est le fun. D'ailleurs, juste pour ceux qui ne le savent pas, c'est le compositeur du Samouraï en 67 de Jean-Pierre Melville. Ouais. C'est triste quand même, par exemple. Lui, je lisais un peu sa biographie, puis il est décédé quand même jeune, en plongée en Espagne, un accident de plongée. Exact. C'est vraiment triste. Exact. Mais, Oui, mais peut-être, je l'ai rencontré, je pense, au moment de... Peut-être c'était un lancement quelque part, du film quelque part, puis j'étais là, puis je l'ai rencontré pour vrai. Puis là, mais comme j'en profitais des fois pour faire des interviews pour la radio ici au Québec, je l'ai interviewé à ce moment-là. Mais effectivement, il est parti très, très vite, oui. OK. Puis, une autre petite question, je me demandais, Valérie, parce que dans le fond, c'est le nom du personnage dans Daughters of Darkness. Oui, aussi. Donc, je me demandais, est-ce que c'est un addon ou c'est vraiment un lien? Totalement un addon. Ah ouais, OK. Totalement. OK. Parce que Quand moi, je pensais, je me disais, est-ce que c'est un addon ou, tu sais, parce pourrait qu'il croire y que a eu c'est du en succès, référence c'est à- ça. Mais je me souviens pas, 2 mais ans Valérie plus ne devait pas s'appeler Valérie au départ. Je crois que c'est... je me souviens pas. C'est Victoire. Je devais être Victoire, mais Victoire, je pense que Dans l'initiation, c'est celle qui est devenue... c'est le rôle Oui. de Chantal Chantal. Renaud, exact. Ça devait s'appeler Victoire V pour Victoire. Ça devait s'appeler V pour Victoire aussi. Et puis finalement, ils ont donné le deuxième nom. Dany, il avait pris beaucoup de temps avant de me dire que Chantal avait refusé. Mais j'ai dit, pourquoi tu as pris Chantal pour le deuxième? Pas parce que je voulais avoir ce rôle-là, mais j'ai dit, pourquoi tu as pris Chantal pour le deuxième, pour l'initiation? Il m'avait... C'est épouvantable de dire ça. Il dit, c'est parce qu'elle t'avait bavé. Elle nous avait tous bavé quand elle avait refusé. Quand elle avait refusé Valérie. Il dit, ah oui, ben regarde, moi je fais du bon cinéma, puis regarde, tu devrais. Elle a dit oui tout de suite. Mais il faut dire que le scénario était à son avantage. Enfin, je parle à son avantage. Moins, tu sais, une fille qui tombe en amour, puis qui suit son homme au bout du... Ben, elle l'a vraiment suivi. Elle est partie en France, puis elle l'a marié. Oui, c'était... Tu sais, Chantal, c'était pas méchant. Il fallait qu'elle voie. Puis à l'époque, les vedettes, il y avait un vedettariat où tu devais dire les plus belles choses, toujours avoir tes plus beaux vêtements, puis te contenter d'avoir jamais aucune... il fallait que tu sois parfait à l'époque quand tu étais vedette. Et Chantal était une grande vedette. Elle chantait, puis elle était avec Donald Lautrec. Écoute, ils ont même appelé... On a fait le lancement de l'initiation dans une discothèque qui avait changé son nom pour l'initiation. Wow. C'est pas des farces. Quand même. Ouais, et ça avait été un drame parce qu'elle avait laissé Donald pour le français. Puis au moment de la sortie, tout le monde, les paparazzis faisaient un mur complet pour savoir comment se sentait Donald et comment se sentait Chantal. Oh, écoute, le film avait profité beaucoup de ce moment-là. Ouais. Malheureusement, le temps file, mais il y a un autre film dont j'aimerais qu'on discute ensemble parce que je crois que c'est 3 ans plus tard, en 1974, vous avez fait un film, vous avez tourné avec Jean Baudin dans Le Diable est parmi Oui. nous, qui est un film assez unique Oui. parce que c'est probablement un des seuls exemples de films d'horreur québécois Oui. à cette époque-là. Oui. C'était quand même quelque chose d'assez précurseur. Moi, je me pose beaucoup de questions. Ça a été quoi la genèse de ce projet-là? Puis ça a été quoi la réception aussi? Très mauvaise, mais je vais vous dire pourquoi. Et c'est la faute entièrement de Cinépix. Je ne sais pas si vous... essayez de trouver le curriculum de Jean Baudin. Essayez. Vous allez voir que ce film-là n'est pas là. Ce film-là n'est pas là. C'est donc vrai qu'il a renié le film. Il a renié par le la film. suite. Et je vais vous dire pourquoi. C'est parce qu'à un moment donné, Cinépix s'était fait un devoir de faire des scènes très poussées, et naturellement, de film en film, ils voulaient avoir quelque chose de pire. Puis là, ils se sont dit, hey, avec le diable, on peut faire n'importe quoi. On peut mettre du monde tout nu, ils peuvent baiser devant nous autres, puis ça c'est le diable. D'où la scène d'orgie. Et Jean a refusé. Jean a dit, moi, j'ai fait un film, je veux faire un film. Oui, bien sûr, à effets spéciaux, puis... mais je veux pas ces scènes-là. Et je me souviens le Cinépix en a imposé quelques-unes, puis il a dit, je vais les tourner, puis au montage, c'est moi qui ai le montage, on verra bien.
Et Cinépix, non seulement a imposé de reprendre ces scènes-là et de les garder, mais qui plus est, a complètement changé le scénario avec le montage. Il y a des invraisemblances à un moment donné. Tu dis, ben voyons, ça n'a pas de sens. Il dit ça, puis là, ben, rendu là, mais parce que ça ne marchait plus, ça pouvait juste, ce qu'il voulait montrer, ce qu'il voulait faire pour qui aurait été scandaleux, ça ne marchait plus dans le montage. Alors, ils ont changé le montage. Le réalisateur a dit, ben écoute, c'est pas moi qui ai fait le montage, donc c'est pas mon film. Et il a décidé de ne pas le faire. Mais ça aussi, c'était spécial. Parce que j'ai revu le film assez récemment, et puis la toute première scène du film, en fait, il y a le personnage qui est celui de votre amant dans le film, qui se lève du lit, et puis vous êtes allongé à côté, et vous êtes seins nus, en fait. Et puis, sur le coup, je me suis dit, est-ce qu'à un moment donné, il n'y a pas comme une lourdeur à être toujours reprise J'ai arrêté aussi. J'ai arrêté aussi. Ouais. J'ai arrêté, j'ai fait du comique après. C'est très vrai. C'est très vrai. Mais ce que j'aimais aussi là-dedans, c'est parce que je faisais mes propres cascades. Quand un moment, et ça encore, c'est donc dommage. J'ai fait une cascade où ils m'ont pendu à 60 pieds dans les airs dans une église. Mais ça paraît pas que c'est si haut dans les airs. Et c'est comme si je m'étais pendue. Savez-vous que, écoutez, ça, très peu de gens le savent. Très peu de gens le savent. Le gars, quand t'es pendu comme ça dans Nowhere, là, c'est une tige de métal. Ça a été inventé, je vais vous dire par qui. C'est une tige de métal avec, dans le dos, une autre tige comme une croix en arrière. Alors, il te sangle ça autour du corps, mais au bas de la tige de métal, soudé, il y a un siège de bicyclette. Alors, il t'assoit sur le siège de bicyclette, il te sangle pour que tu sois droite, parce que quand tu as juste le cou cassé, mais tu es droit. Sinon, tu penches par en avant à cause de la tête qui fait 25 livres. C'est vrai. Et il y a un anneau dans le cou, en arrière. Ils te mettent la corde autour du cou et dans l'anneau, ils accrochent la corde. Alors donc, tu es juste pendu, tu as juste la corde autour du cou. Marc, si le siège casse, peut-être que là, ils sont obligés de venir te chercher vite. Mais donc, ils m'ont installé. Et savez-vous qui a fait cet attelage-là? Celui qui a gagné un Oscar pour 2001, Odyssée de l'espace. Et il était ici, c'est un Montréalais, à Dollard-des-Ormeaux, qui était dans un centre d'achat, une place qui n'est pas plus grande qu'ici, là, et qui faisait qui a fait tous les effets spéciaux de 2001, Odyssée de l'espace. C'est quand même incroyable. Wow. C'est 2001 qui était sorti 6 ans avant, donc c'était... Oui. Les gens ne savent pas ça. Ce gars-là a gagné un Oscar pour ses effets spéciaux là-bas, et c'est lui qui m'a fait mon attelage pour être pendu dans les airs. Et encore une fois, au montage, tu ne le vois pas que je suis ici. Écoute, on avait pris une journée pour faire cette petite scène-là pour que ça soit pris d'en dessous puis que j'aille l'air vraiment dans les airs, très perdu. Puis il fallait le faire, là. Il fallait venir me rechercher là, après ça dans le milieu de nowhere. Là. C'était pas un escalier, là. C'était pas un escabeau, c'était une mezzanine. Il fallait venir me chercher. Mais j'ai toujours voulu faire de toute façon. Et une autre fois aussi, dans un film d'humour, je faisais une religieuse qui cherchait son mari. Je faisais une femme qui cherchait son mari qui se déguise en religieuse pour pouvoir entrer dans un couvent. Et je fais semblant que je prends une perche et que je passe le mur avec une perche. Et c'est Ferragne, le champion olympique, qui avait pris ma place avec le costume de religieuse. Mais dans le film, j'aboutis dans un arbre et encore une fois, ils m'ont encore sacré dans un arbre dans le vide pour dire en religieuse. C'était le fun. J'aimais ça, j'adore faire ça. J'aime ça. Mais c'est très, très, très spécial. Ça, c'était avec Dominique Michel. Jean Lefebvre, je crois. Non, c'était... Il n'y a pas de mal à se faire du bien, je crois. En tout cas, bon, quelque chose comme ça. Au bout de 17, tu ne sais plus lequel est lequel. C'est ça. Ouais. Ben, j'ai une question peut-être un peu délicate à vous poser parce que... Ça ne fait rien. Là, c'est le moment où tout le monde va brailler. Délicate avec tout ce que vous avez vu. Délicate. Parce que Denis Héroux est décédé. Oui.
Jean Baudin est décédé, Ouais. John Carlin est décédé. Je voulais savoir qu'est-ce que ça fait d'être la survivante d'une époque comme ça qui s'évanouit, en fait, que le grand cinéma des années 70. Ben, écoutez, à un moment donné, je me demandais pourquoi eux puis pas moi. Ben, c'est une question d'âge. C'est une question d'âge. J'étais très jeune à l'époque. J'étais jeune. J'ai commencé à 19 ans le cinéma. À 20 ans, en fait. Oui, à 20 ans. 20 ans le cinéma. Alors, bon, puis eux, on avait 30. Alors, il y a un décalage. Tu sais, il y a quand même un décalage. La seule avec qui j'ai beaucoup travaillé puis qui est encore là, c'est Dominique Michel. Alors, voyez-vous, ça s'équilibre. Puis, c'est sûr qu'à rendu à mon âge, j'ai quand même 74 ans, j'y pense. Mais c'est pas ce qui fait... Je suis très, 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 très active. Je n'arrête pas. Je fais tout moi-même. J'ai un grand domaine où je coupe les arbres, je monte sur le toit, puis etc., etc. Ça fait partie puis ça m'étonnerait que Jean Baudin monte sur le toit pour faire des tuiles. Ça m'étonnerait. C'est une question de... Peut-être que demain matin, peut-être que je vais traverser la rue tout à l'heure, puis je serai plus là. Je sais pas. Tu sais, quand on vieillit, on s'aperçoit... D'abord, on a... Moi, en fait, l'essentiel, là, c'est qu'à partir de maintenant, je peux dire que j'ai tout fait. J'ai tout fait. J'ai fait de la radio, de la télévision, j'ai fait du cinéma, j'ai écrit des livres. J'ai tout fait. Alors, tu sais, tout ce qui m'est donné, c'est un cadeau. C'est un cadeau supplémentaire. Mais je l'ai fait. J'ai voyagé, j'ai rencontré les plus grands, j'ai interviewé les plus grands, les premiers ministres de tous les pays, les rencontres de tous les premiers ministres partout. Tu sais. Et donc, tu sais, tu te dis, bien, il y en a encore des choses à vivre. Mais tu te dis, ben oui, mais là... personne n'aura pu avoir le plaisir que j'ai eu à faire ça. Enfin, c'est très rare ceux qui ont... Ma sœur a fait le tour du monde, elle est danseuse, mais elle n'a pas eu la vie que j'ai eue. Mon frère, qui est réalisateur, n'a pas eu cette vie-là. Mon autre frère, qui a été directeur de production. Ma belle-sœur, qui est dans la production. Tous les grands films américains qui viennent au Québec, c'est elle qui est la productrice de ça. Ici, au Québec, coproductrice. Mon fils, qui est réalisateur, mais ils n'ont jamais eu la vie que j'ai eue. Jamais. Jamais, jamais. On est tous dans le show business, dans la famille, et personne n'a eu ma vie. Alors, pourquoi moi, pourquoi pas eux? J'en sais rien, je ne sais pas. T'es fait pour ça, t'es né pour ça. C'était peut-être écrit quelque part. La seule loi spirituelle que tu peux dire qu'il y a, c'est c'est écrit quelque part que toi, tu as eu cette vie-là, puis peut-être c'était pas celle de l'autre, mais je peux pas le prouver, je peux pas le toucher, je peux pas le percevoir, je peux pas l'affirmer. Je suis chanceuse, j'ai été celle qui a été chanceuse. Puis c'est pas dit que c'est arrêté, je cherche pas, puis ça arrive. Les autres cherchent, moi j'ai pas besoin de chercher, ça m'arrive. Et d'ailleurs, je suis en train d'écrire un livre sur les choses bizarres qui me sont arrivées dans la vie, puis je me suis aperçue que j'ai à peu près 250 pages. Et ce ne sont que des anecdotes. Et ce ne sont que des anecdotes. Bon, on a hâte de lire ça. Ah ben dernièrement, il y a une femme qui m'a demandé d'officier un mariage. Ça, c'est drôle. Elle m'a demandé d'officier un mariage, puis elle m'a parlé pendant une demi-heure, puis elle me dit « Oh mon Dieu, j'ai oublié de vous dire. » Elle dit « Le mariage là, que je vous demande d'officier, limousine, robe longue et tout, c'est pour mes chiens. » Je ne l'ai pas fait. mais tu sais, puis j'ai même un gars dernièrement, enfin aussi il y a à peu près 2 ans, un gars qui est venu changer un calorifère chez moi. Et il m'a demandé une photo. Ben, je vais raccourcir parce que ça peut être très long. Il m'a demandé une photo parce qu'il dit, moi, je ne vous connais pas, mais je voudrais une photo pour mon père. Puis quand il est revenu le lendemain pour faire arranger le calorifère, il m'a dit, non, ça va être pour mon grand-père. Écrivez-le pour mon grand-père. Et quand je lui ai donné la photo en me disant, j'espère qu'il va être content, il me dit, sûrement. Il dit, on va lui porter au cimetière dimanche. Vous étiez son idole. Alors, j'ai une photo de moi autographiée quelque part sur un épitaphe. Wow! Pour quelqu'un qui ne me verra pas, qui ne sait pas quelqu'un. Mais il est content. Les autres sont contents parce que ce grand-père-là m'aimait. Si ça peut faire des heureux, non, mais c'est quand même drôle. C'est
hypocrisie. C'est vraiment anodin, ouais. C'est quand même drôle. Mais ça m'arrive tout le temps. Ça m'arrive tout le temps. J'ai toujours des affaires de même qui ont dit, ben voyons donc. Alors voilà, non, j'ai une belle vie. J'ai une belle vie. Le cinéma, le dernier film que j'ai fait, qui s'appelle Les signes vitaux, vous ne l'avez pas vu par contre, qui est un film extraordinaire, qui est de Sophie de Raspe, qui est une femme qui est montante et qui gagne des trophées. Dans ce film-là, alors que j'ai un rôle à contre-courant totalement, et d'ailleurs, si vous l'aviez vu, ça aurait clos assez bien l'interview, mais je comprends que vous ne l'ayez pas vu parce que ici, sûrement, vous pouvez le voir facilement à la Cinémathèque, oui, où on est là, en ce moment. Je joue le rôle d'une femme de 70, 75, dans le cas plus vieille que moi, là, qui meurt du cancer. Et à la toute fin, je suis une des dernières à mourir, c'est moi qui clôt, mais la réalisatrice, elle m'a fait passer une audition parce qu'elle n'était pas sûre de devoir est-ce que les gens vont te croire, alors qu'elle m'a mis des taches dans la figure, elle m'a blanchi à la face, elle m'a fait des rides partout, et puis je devais faire une femme qui allait mourir, et je meurs à l'écran. Alors il fallait qu'elle ait du courage pour partir avec l'image que j'ai toujours eue. Et puis elle m'a dit, je sais pas si je vais te prendre. Puis finalement, quand j'ai passé l'audition, elle m'a dit, tu m'as convaincue, tu m'as regardé dans les yeux, puis tu as dit, je suis capable de le faire. Ah ben, et c'est ce que je voulais faire pour mon dernier film, si c'est mon dernier film, on ne sait jamais. Puis moi, j'aurais peut-être, je sais pas, il nous reste peut-être un peu de temps, là. Ouais, allez-y. Ben, vas-y, ben ouais. Pose-la ta question. Je vais en poser ma question. Ben ouais. Non, moi, je voulais savoir, auriez-vous un conseil pour des acteurs ou des actrices qui veulent faire ça, en fait, des futurs acteurs ou actrices, en fait? Tu sais, auriez-vous, mettons, un conseil comme que, tu sais, que ça peut marcher ou qui vient de vous puis qui dit, tu sais, fais ça ou crois à ça, puis ça va marcher, tu sais? Jean-Pierre Coallier me disait, patience et longueur de temps font plus que force ni courage. Ce qui veut dire que tu vas être obligé de passer 100 auditions pour en gagner une. C'est-à-dire que les gens se découragent, les jeunes se découragent beaucoup. Il y a toujours la performance en ce moment. Il y a toujours, je suis bon, j'ai pris des cours, on exige plus de cours aujourd'hui, je suis capable de le faire, comment ça se fait que moi, je peux pas passer à travers ça? On ne le sait pas. On ne le sait pas. C'est le bon moment où l'éclair qui arrive. Il faut beaucoup avoir d'humilité, celle de passer les auditions et de les demander, de les exiger. Même si, écoute, ça arrive, tu arrives devant une caméra, puis là, tu dis 3 lignes, puis ils disent, bon, ça va faire, merci. Tu dis, ben voyons, vous ne m'avez pas donné une chance, laissez-moi une chance. Non, c'est pas ça qu'on cherche. Et eux autres, ils n'ont pas de cœur. Ils n'ont pas de cœur. C'est pas un métier, au départ, où ils ont du cœur. Ils ont une vue d'ensemble, les bons comédiens ensemble, les bonnes images ensemble, les bons tons ensemble. Ils voient un ensemble, ils ne voient pas toi. Ils espèrent que toi, tu vas faire la différence, mais ce n'est pas toi en premier qui regarde. Et ça, c'est très, très frustrant pour un comédien. Oui, bien sûr, si tu arrives avec une performance extraordinaire, si tu es en dehors, mais encore une fois, il faut que ce soit le rôle qui te soutienne, qui te l'apporte et qui te colle à l'image, ou que tu es capable de... C'est ça la différence avec un grand comédien qui se tourne de bord puis qui décide du jour au lendemain, OK, ça n'a pas marché de même, je vais vous faire plus joyeux. Puis tu l'as répété. Tu sais, quand tu n'as pas fait beaucoup de cinéma ou que tu veux en faire, tu n'en as pas fait beaucoup, il te demande de changer un peu l'image que tu essaies de faire, et puis là, tu paniques parce que tu dis, je l'ai répété juste d'une certaine façon, puis je ne sais pas si je suis capable de le faire différemment. Il faut être très, très, très flexible, très malléable, très patient. Et puis c'est une question d'atome crochu entre ceux que tu rencontres. Le caméraman est toujours très important. Parce que ça ne ment pas. Tu es carrément dans la lentille. Ça rentre. Il faut que
t'apprennes à jouer avec le caméraman. Moi, je me rappelle, je suis toujours amie avec René Verzier qui, entre parenthèses, lui, vous devriez l'interviewer. Il a été le caméraman du roi du Maroc pendant des années. Il a fait... lui, il a fait une quinzaine de films ici, si c'est plus que ça, même plus que ça au Québec. C'est un être extraordinaire. Et je me souviendrai toujours dans Valérie, c'était pas Denis qui m'énervait. C'était quand je jouais, je savais que c'était pour la caméra. Et quand je voyais Denis, et quand je voyais René Verzier se pencher comme ça puis me faire, je savais que tout était gagné. Et chose assez merveilleuse aussi, quand j'étais pas à l'aise, mais véritablement pas à l'aise, René le voyait. Et c'est lui qui se levait puis il allait voir Denis puis il allait dire « Non, c'est pas bien pour la petite, ça. Change ça. C'est pas bien pour la petite. » Et puis, c'est ça aussi, cette espèce de connivence, d'attente et d'attention, de fébrilité qu'il y a sur un plateau que tu peux pas, que tu es obligé de rencontrer et de t'adapter à. C'est très difficile. Alors, je souhaite, si jamais vous êtes... ce que je leur dirais de faire, entre autres, ça c'est très important, c'est de faire de la figuration dans des grands films, parce qu'ils peuvent s'asseoir et voir comment ça se passe sur un plateau. Ils peuvent voir qui est le directeur. Moi, mon fils est premier assistant. Il est plus important que le réalisateur, parce que le réalisateur décide, mais c'est mon fils qui dit « Toi, tu vas à gauche, toi, tu vas à droite, toi, tu rentres là, toi, c'est en telle ligne. » Et c'est lui qui fait tout. Et ça, mais il faut que tu le saches. Nous, on n'avait pas un premier assistant, là. Mais à Valérie, il n'y avait pas, c'était Denis. mais il faut que tu connaisses la technique. Il faut connaître la technique. Il faut commencer par la technique. Quand j'ai commencé à la radio, je faisais les rapports de circulation. Puis je suis tombée nouvelliste. J'ai été la première nouvelliste en Amérique du Nord, femme, parce que c'était que les hommes qui faisaient ça. Et c'est Jean-Pierre Coallier qui m'a donné la chance de le faire. Et la première chose qu'il a fait, Jean-Pierre, quand j'ai commencé à lire mon premier bulletin, il s'est glissé derrière moi pendant mon premier bulletin. Il savait que c'était mon premier bulletin. Et il a brassé mon dossier de chaise tout le long. Puis j'essayais de lire mon texte. Je voulais le tuer. Je me suis tournée, puis j'ai voulu le tuer. Puis il m'a dit « Bienvenue chez nous, bienvenue chez vous ». Alors, j'ai compris que j'avais gagné ma place. Il faut que tu gagnes ta place quelque part. Et c'est toujours ça, c'est toujours ça. Il faut savoir regarder comment ça se passe ailleurs. Et quand j'ai commencé à la télévision, j'étais à la Poule aux œufs d'or, je lisais des cartons, je donnais le nom de la personne qui était à côté de Jean, pas M. Beaulieu, parce que c'était pas M. Beaulieu les 2 dernières années, mais le père Gédéon, Doris Lucier. Alors, c'était Doris Lucier. Et j'en tremblais, là. J'en tremblais. Tu voyais le carton, j'avais de la misère pour écrire. Mais à un moment donné, au bout de la 2e année, j'aurais pu jeter le carton, puis je le savais par cœur. Mais c'est ça. Il faut que tu apprennes, il faut que tu apprivoises, il faut que tu saches qu'il n'y a pas de panique à avoir. Il faut savoir qui fait quoi, c'est quoi un clap, c'est quoi un silence, c'est quoi... combien de fois tu peux recommencer, que tu peux arrêter, que tu peux recommencer. Certains réalisateurs veulent, d'autres pas. Il y a toute la technique à apprendre et c'est la seule façon d'être à l'aise devant une caméra, c'est de savoir d'abord ça. Parce que quand tu apprends devant la caméra, tu es obligé de recommencer 2, 3, 4, 5 fois. Ah non, c'était pas tout à fait ça, Daniel recommence. Ah, tu te dis, et puis il n'y a personne qui veut ça aujourd'hui, tu n'as pas le temps, ça coûte trop cher. Il faut que tu sois bonne tout de suite. Alors, je leur dirais d'aller passer du temps sur un plateau et d'aller voir comment ça se passe. Prenez cette première... ou alors, fais-toi ami avec un réalisateur, puis assis-toi, puis demande-lui la permission d'aller voir comment ça se passe. C'est ce que je faisais, moi, pour la télévision. Je m'étais fait ami avec avec le gardien de TVA, enfin, qui était le Canal 10 à l'époque, mais qui était TVA, puis il me permettait d'aller m'asseoir dans le noir, dans le théâtre, où Pierre Lalonde répétait, puis j'étais dans le noir, puis je les regardais travailler. C'est là que j'ai appris. J'ai appris comment... Alors, quand j'ai fait de la télévision, j'avais plus peur. Et c'est ça, c'est ce que j'ai à suggérer à ceux qui commencent. Très bon conseil, en tout cas. Ça peut aider les gens, pourquoi pas. Ben oui, c'est la seule façon. Et puis de savoir tes textes. Oh! Ça, puis je suis pas bonne là-dedans. Moi, je mets ça à ma façon, puis je suis pas bonne là-dedans. Ouais. Bon, Daniel Ouimet, merci beaucoup d'être venu avec nous aujourd'hui. Merci beaucoup pour l'entrevue. Merci pour votre présence, pour votre générosité. Et puis, on vous souhaite la meilleure des chances. Ça fait toujours plaisir. Dans vos futurs projets. Merci. Très apprécié. Merci beaucoup. Plaisir. Merci au caméraman. Merci à Étienne. Merci Étienne.
Fait que là, ben, on est rendu à, dans le fond, la première rubrique. On est rendu à la rubrique le plan de la semaine. Donc, c'est moi qui lance le bal. Animé par toi. Donc, ben, cette semaine, c'est ça, pour faire original, étant donné qu'on a parlé pendant 1 heure et plus avec Daniel Ouimet. Ben moi, écoute, j'aime tellement ce film-là que, évidemment, j'ai choisi un plan dans Daughters of Darkness. j'ai pas eu le choix. Quelle surprise! Oui, regarde, je pouvais pas passer à côté. C'est trop un film que j'aime, puis j'ai dit non, il faut que je choisisse. Mais c'est ça, j'ai pas choisi un plan avec Daniel. Malheureusement, il est en contre-champ dans le plan que j'ai choisi. Mais c'est pas grave. Elle est hors champ, en fait, dans le sens c'est un contre-champ la scène, mais je veux dire, elle est hors champ. Puis c'est ça, dans le fond, c'est le plan, en fait, on va vous le mettre à l'image, là, je vais vous mettre l'image à l'écran, vous allez le voir popper. En fait, c'est le plan où on voit Delphine Seyrig avec dans le fond, l'acteur John Collin. C'est ça son nom, hein? John Collin. Collin, ouais, c'est ça. Puis dans le fond, c'est quand, justement, dans le fond, parce que Delphine Seyrig, elle incarne la comtesse Bathory, parce que c'est basé sur l'histoire de la comtesse Bathory. Puis elle est en train complètement d'envoûter le personnage de l'homme qui est marié, lui, avec Daniel Ouimet. Puis, ou qui est fiancé avec, là, je ne sais plus si c'est son Ils viennent mari. de se marier. Ah, ils sont en voyage de noces. C'est ça, ils sont en voyage de noces, exactement, c'est ça. Fait que, dans le fond, puis là, ben, tu sais, elle est en train de l'envoûter, puis là, elle est juste comme par-dessus lui, tu sais, comme lui est assis sur un divan, tu sais, puis là, elle est derrière, puis elle a les mains sur lui, puis là, elle commence à dire, tu sais, dis-lui qu'est-ce que tu as vu, tout ça, puis lui, il est comme dans ses pensées, puis là, c'est comme ça devient super onirique comme moment. Puis je trouve ça juste tellement hot, cette scène-là. Pourquoi? Parce que dans le film, ça a une puissance. Parce que, bon, juste à l'image qu'on voit, ben, Delphine Seyrig, elle a juste je veux dire, femme fatale à 100 000 à l'heure. Tu sais, c'est une femme qui a une prestance incroyable. Juste pour sa performance, le film est absolument incroyable. La Ben manière dont elle bouge, les regards qu'elle a, on a vraiment l'impression que, OK, on a vraiment l'impression qu'on est face à une créature d'un autre monde. Elle est irréelle. Non, c'est malade. Pour vrai, ça pouvait pas être le meilleur casting que ça. Là. C'est tellement bon. Puis, le choix du costume aussi, est en rouge, les lèvres rouges, tout est super rouge. Justement, le rouge qui est couleur flash, qui représente toujours un peu la violence, les trucs très extrêmes. Fait que non, il y a quelque chose. C'est la passion aussi, tout ça. Fait que il y a ça, puis tu as juste le personnage qui, justement, elle est en position de force parce qu'elle est debout derrière, fait que c'est elle qui manipule la scène, tu sais. Puis là, justement, en contre-champ, la scène, quand vous la voyez, c'est Daniel Ouimet qui est comme « Oh non, arrêtez », tu sais, puis « Faites pas ça », puis elle est comme mal à l'aise de ça, tu sais. Puis, en tout cas, j'ai choisi ce plan-là, pas parce qu'il n'y a pas des plus beaux plans nécessairement dans le film, il y a vraiment du beau visuel dans Daughters of Darkness, c'est un film, la musique, l'esthétique du film en soi est incroyable. C'est juste que j'ai pris ce plan-là parce que chaque fois que je le vois passer, je trouve tellement que c'est une scène forte dans le film. Tu sais, c'est ça, dans l'hôtel, comme en plein milieu, dans un salon, puis il y a une genre de conversation qui se crée entre les trois personnages, puis à un moment donné, elle est juste debout, puis elle commence à déblatérer, puis là, lui, ça devient super onirique, tu sais. Fait que j'aime beaucoup ce plan-là, tu sais, c'est ça, je voulais vraiment montrer, tu sais, Delphine Seyrig, c'est la comtesse Bathory, ça pouvait pas être plus comme incarné que par elle, là. Fait que, ça, puis elle joue vraiment à ce moment-là sur sa faiblesse à lui, qui est comme une espèce de fascination pour la violence, puis à ce moment-là, ben, elle l'envoûte complètement avec ses descriptions. Là, exactement. Torture, là. Ah, c'est magistral, j'aime beaucoup ce film-là, vraiment, là. Fait que voilà, fait que c'était mon plan de la semaine. C'était le plan de la semaine. Ben, à ce moment-là, moi, je vais partir avec l'anniversaire de la semaine. Donc, de quoi est-ce que 2021 est l'anniversaire? Ben, c'est le 50e anniversaire du film Clockwork Orange. Yeah. Grand classique. Oui. Grand classique de Stanley Kubrick. Bon, je présume que s'il y a des cinéphiles qui écoutent, la plupart des gens ont dû le voir, mais je vais quand même faire un petit bref résumé de l'intrigue là, au bénéfice des personnes qui ne l'auraient peut-être pas vu. Mais c'est centré sur c'est un film d'anticipation, en fait, donc qui se déroule quelques années dans le futur, et c'est centré sur le personnage d'Alex, qui est un jeune adolescent. Qui est vraiment, en fait, c'est un bum, en fait. Il se promène avec ses chums puis il fait des trucs absolument épouvantables. C'est quelqu'un, c'est un violeur, c'est quelqu'un qui se bat avec des gangs de rue, qui fait des agressions à répétition, puis qui, ultimement, va finir par aller trop loin à un moment donné, puis par assassiner une femme. Et puis, à ce moment-là, il va se retrouver en prison. Et une fois en prison, il a vent d'un espèce de traitement expérimental qui s'appelle le traitement Ludovico, qui permettrait de réhabiliter des criminels, de les faire sortir plus rapidement de prison. Donc, lui, il se dit,
j'en ai pris pour 15 ans. Donc, je vais tenter ma chance. Peut-être qu'avec ça, je peux réussir à m'en sortir plus vite. Et puis, finalement, le traitement en question, qu'est-ce que c'est? On lui projette des films, des images de violence, des images de sexe qui vont le rendre, en fait, incapable, intolérant à la violence. Et à partir de là, lui va devenir absolument incapable et d'avoir du sexe et de faire violence à qui que ce soit. Et à ce moment-là, il sort. Sauf qu'il sort dans un monde qui est tellement terrible, tellement violent qu'il est lui-même mésadapté à ce moment-là. Et c'est ça la force du film, c'est que ce personnage-là, qui jusque-là était un personnage absolument abject, dans la deuxième partie, nous fait pitié parce que c'est lui qui devient la victime. Il y a tout un message autour du fait que finalement, oui, c'est un être horrible, mais c'est un être qui est aussi le produit d'une société horrible. Et puis, je ne veux pas aller plus loin parce qu'on ne veut pas forcément donner tous les punchs. Donc, dire un mot aussi sur qui est Stanley Kubrick, puis pourquoi, selon moi, c'est un cinéaste extraordinaire. À la base, c'est un Américain, mais qui a vécu une bonne partie de sa vie en Angleterre. D'ailleurs, Clockwork Orange, c'est un film qui a été tourné en Angleterre. Et puis, selon moi, la raison pour laquelle il faut voir des films de Stanley Kubrick, c'est que c'est un des cinéastes qui a le plus compris que le cinéma, c'est des images et des sons qui te marquent. Et quand on regarde des grands classiques de Stanley Kubrick, que ce soit 2001, l'Odyssée de l'espace, The Shining, Full Metal Jacket, c'est des films qui restent imprimés dans la mémoire. Il y a des passages dont on va toujours se rappeler. Puis d'ailleurs, c'est probablement un des cinéastes les plus cités, les plus parodiés qu'on ne peut pas penser. Je veux dire, si tu regardes un épisode des Simpsons, tu es quasiment sûr qu'il va y avoir une référence à Kubrick un moment donné. Ah oui, ben oui. Puis son image a marqué, d'autant plus que lui, à la base, c'est un photographe oui, aussi. Tout à fait. Donc la géométrie chez Kubrick, c'est super important. Là. Je veux dire, tu n'auras jamais un plan avec des valeurs différentes d'un cadre à l'autre, quoi que ce soit. C'est très, très, très calculé, très maîtrisé. Oui, tout à fait. Puis d'ailleurs, bon, à la base, Clockwork Orange, c'est d'abord un roman, en fait, un roman d'Anthony Burgess qui a été publié dans les années 60, mais qui n'a pas eu de succès, en fait, qui n'a pas été un roman très connu. Mais Kubrick, du moment qu'il a découvert ce roman-là, il s'est dit « Waouh, il faut absolument que je fasse un truc avec ça ». Il a été absolument conquis par l'histoire, par le scénario. Et puis, il l'a adapté de façon très, très, très fidèle. Moi, j'ai lu le roman, puis si tu compares le roman, le film, l'histoire, là, est vraiment très, très, très semblable dans les deux. Et puis là, Kubrick, lui, évidemment, il s'amuse à aller avec toutes sortes d'idées de plans, d'innovation visuelle. Il gosse sur les caméras pour réussir à aller chercher des choses, filmer plus en lumière naturelle, avec des plus gros objectifs. Puis c'est aussi un des premiers films qui a utilisé le son Dolby aussi. Ça, c'est quand même, il faut le savoir. Kubrick, c'est vraiment quelqu'un qui innove dans le cinéma. Puis ça s'est vu à tous les stades de sa carrière, beaucoup d'innovations techniques qu'on lui doit. Ouais. Et puis, mais la plus grande force du film, là, le cœur de ma présentation, c'est ça, la plus grande force du film, je pense que c'est vraiment le personnage d'Alex, comme j'ai expliqué tout à l'heure, sa dualité et le fait qu'il est incarné par un acteur extraordinaire qui donne vraiment toute la mesure de son talent, c'est Malcolm McDowell. Malcolm McDowell, il est sublime dans ce film-là. Comme je disais, autant au début, on le trouve répugnant, autant à la fin, je veux dire, t'as envie de le prendre dans tes bras, de le consoler. Puis, ce qu'il faut savoir, c'est que McDowell a quand même beaucoup participé à l'élaboration du personnage d'Alex. Parce qu'il y a des scènes mythiques dans ce film-là, entre autres la scène où il tabasse un couple en chantant « Singing in the Rain ». Ça, c'est quelque chose qu'il a improvisé sur le set. Donc, il y a cette scène-là absolument mythique, c'est lui qui l'a amené. Là. Ça, c'est du Malcolm McDowell. Même chose avec une scène plus vers la fin où il se fait montrer des images, des genres de petits pictogrammes, tout ça, puis on lui dit « Ah, dites qu'est-ce que vous pensez ». Là, c'est une scène auquel lui a pensé, puis lui, il commence à sortir des insanités, puis à hurler de rire. C'est lui qui a amené ça. Et c'est aussi quelqu'un, il faut dire, qui a souffert pour le rôle. Il a souffert physiquement. Parce que une des scènes les plus connues, qui est la scène où il est forcé de regarder des films pendant son traitement avec les fameux écarteurs de paupières, il avait vraiment des broches dans les yeux, là, lui. Ouais, non, vous y pensez dessus? Il a été physiquement blessé aux paupières. Là. Puis Kubrick voulait retourner les scènes. McDowell a fini par dire fuck you, là. Je veux dire, tu es en train de m'arracher les yeux, espèce de salaud. Non, mais je veux dire, Kubrick, grand artiste, mais sur le plan du jugement, des fois, ça Marie Shelley pourrait sûrement en parler. Dans The Shining, je pense qu'elle s'est fait malmener pas mal par Kubrick. Oui, elle aussi, elle en est sortie dans un drôle d'état. Mais sinon,
des blessures aux côtes aussi dans la scène où il fait la présentation juste après son traitement pour prouver qu'il n'est plus capable de violence, puis qu'il y a un autre gars qui arrive qui lui sacre une volée, il a fracturé les côtes. Je veux dire, bordel, rendu là, normalement tu te sauves, mais non, Malcolm McDowell, il est resté. La scène où il retrouve deux de ses anciens potes qui sont devenus des policiers qui vont le tabasser en lui maintenant la tête enfoncée sous l'eau. Ils lui ont vraiment maintenu la tête sous l'eau pendant 1 minute. Ils ont failli le tuer. Puis regardez la scène. J'ai regardé la scène juste avant de m'en venir. Là, le plan en question, c'est 1 minute sans coupe de lui qui a la tête dans une bassine d'eau sale pendant qu'il se fait crisser des coups de matraque. Je veux dire bordel. Quand tu dis qu'il a donné de sa personne, là, vraiment, là, chapeau à Malcolm McDowell. Les films cultes ont tous un peu ça. Hein? On dirait pour que ça soit un film culte, il faut que ça soit genre des tournages extrêmes. Je pense que c'est l'époque aussi. Je sais pas, ouais. Avant le politiquement correct, il se passait des choses. Ouais, ça brassait, là. Non, vraiment. Là, quand on dit que c'est une autre époque, il n'avait dedans en tabarnak. Ah ouais, c'était... non, mais il faut dire les choses comme il faut. Nous, on dit les choses, on emploie les vrais mots là, au Panoramique Podcast. Ben oui. OK, je termine rapidement. Donc, ça a été un film qui est devenu un grand classique, mais qui a été un accueil critique extrêmement mitigé. En fait, écoute, j'ai même eu un éditorial absolument catastrophique dans le New York Times qui accusait le film de faire la promotion du fascisme. On a le goût de dire au gars, as-tu vu le film? Couillon, c'est littéralement un discours qui est contre la manipulation de l'homme, qui dit l'homme doit être libre. C'est ça le thème du film, parce que si l'homme n'est plus libre, comment est-ce qu'il peut être bon? Puis c'est même dit textuellement dans le film. Il y a une scène sublime avec un personnage de l'aumônier de la prison qui l'avait pris un peu, le personnage d'Alex sous son aile, tout ça, qui finit à un moment donné par se révolter contre tout ça, puis par dire, voyons, mais je veux dire, vous dites que vous le sauvez, que vous allez en faire un bon citoyen, mais vous en faites moins qu'un être humain, en fait. Vous en faites une sorte de machine. Ben, c'est ça le sens du titre du film, Orange mécanique. Une orange, c'est quelque chose de biologique. Mais là, on est une orange mécanique, c'est-à-dire qu'il ne fonctionne pas comme un être vivant. En fait, c'est amputé. C'est ça le... Vraiment... Ouais, non, c'est donc voilà, critique dévastatrice dans certains cas, mais grand soutien de la part des cinéastes, entre autres Luis Buñuel. Buñuel disait que c'était son film préféré. C'est quand même déjà une marque de confiance intéressante. Et puis le film va avoir un drôle de destin parce que dans les semaines qui vont suivre la sortie, il va y avoir toute une série de crimes qui vont être commis un peu partout en Angleterre, qui ne seront pas forcément reliés au film, mais qu'on va... On va relier au film, on va dire, regardez, il y a des bandes de jeunes qui se promènent, qui commettent de la violence, tout ça. Puis j'ai même vu les gros titres des journaux, c'était vraiment ça. C'était comme une attaque, comme dans Clockwork Orange. Là. C'était vraiment là-dessus qu'on brandait ça. Donc, devant toute cette espèce de pression-là, Kubrick qui avait eu un contrat en or, comme on voit jamais, qui avait même le contrôle de la distribution de son film, a carrément dit, bon, ben, si c'est comme ça, je retire le film de tous les écrans anglais. Et le film n'a plus été diffusé en Angleterre jusqu'au décès de Kubrick en 99, jusqu'à l'année suivante, en 2000. Là, il a pu recommencer à avoir des projections. Donc, forcément, ça pose toutes sortes de questions, mais lui, de toute façon, s'est toujours défendu. Il dit, ben voyons, c'est pas les films qui créent la violence, c'est la société. De toute façon, son film est un discours, justement, qui dénonce toute l'inhumanité d'une société qui est de plus en plus technocratique. Ouais, c'est un film vraiment avant-gardiste. Là. C'est incroyable, ce film-là. Non, Kubrick a vraiment tendance à... Il a vraiment comme amené le cinéma ailleurs. Là. Il a amené, c'est ça, autant esthétiquement que dans ses idées. Tu sais que quand tu vas regarder un Kubrick, là, c'est quelque chose. Là. C'est pas des petits films. Là. Ouais, mais en tout cas... Toujours des voyages. Et puis, moi, c'est ma conclusion. Hein, je veux dire, Clockwork Orange, grand film, toujours sublime après 50 ans. Ouais. Je peux que recommander de le voir. C'est vraiment une œuvre qui est une œuvre culte, oui, mais qui mérite de l'être parce qu'il y a non seulement une très belle esthétique, mais aussi un propos qui est extrêmement puissant. Alors, c'est là-dessus que je vais conclure. Belle chronique, mon cher, super. Je te remercie. Merci beaucoup tout le monde d'avoir été là, puis on se dit à la semaine prochaine. Salut tout le monde.